Bien, bonsoir. D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à venir parler devant vous d'une question brûlante pour les Français, qui s'est encore illustrée hier lors du premier tour des élections législatives dont vous avez vu les résultats, qui infléchissent un petit peu les bons résultats que nous avions obtenus lors de l'élection présidentielle et qui confirment que nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes politiques en France, mais dont l'existence de l'extrême droite, du Front National et de son influence sur la société française n'est pas le moins important des problèmes que nous avons à résoudre. Voilà. Donc c'est une question forte et c'est une question à laquelle je vais essayer de vous apporter en tout cas l'éclairage du Parti communiste, mais également du Front de gauche qui constitue, vous le savez, la coalition dans laquelle nous agissons aujourd'hui et à partir de laquelle nous avons développé une grande stratégie de reconquête de positions à la fois politiques et idéologiques dans une société française qui, de ce point de vue-là, ne se porte pas très bien, malgré la grande victoire de la gauche aux élections présidentielles. D'abord, je voudrais essayer de revenir un peu sur les raisons qui nous ont progressivement amenés à faire du combat contre le Front National un combat politique majeur. Et ce n'était pas une question aussi évidente que ça lorsque le Front National a émergé dans les années 80. Nous sommes quand même à près de 30 ans aujourd'hui d'existence d'une extrême droite à un très haut niveau en France. Et nous n'avons pas vu venir le danger au début. Et progressivement, nous avons pris conscience des choses, mais nous n'avons pas su, à plusieurs reprises, trouver la bonne manière d'affronter cette question. Voilà. Et il faut bien vous dire qu'aujourd'hui, c'est une question qui fait débat. Elle fait débat en France, elle fait débat en Europe, bien évidemment, mais elle fait aussi débat au sein de la gauche française. Voilà. Il y a des désaccords assez forts sur la façon d'aborder cette question et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une question simple. On a dit que j'étais sociologue. Je ne suis pas en fait spécialiste de sociologie électorale, donc je ne vous abreuverai pas de chiffres et je ne vous donnerai pas je ne passerai pas mon temps à vous faire des analyses à la Pascal Perrineau, dont je vais vous dire pourquoi ces thèses sont fausses. Mais c'est pour des raisons politiques qu'à la fin des années 90, le Parti communiste m'a demandé d'aller combattre le couple Maigret, Bruno Maigret, qui à l'époque était le numéro 2 du Front National, et qui avait mis la main à cette époque-là sur une ville qui est devenue célèbre pour ça dans le sud de la France, qui s'appelle Vitrolles. Et donc j'ai été candidat aux élections législatives contre Maigret, puis ensuite j'ai été candidat aux élections municipales à Vitrolles même. Et nous avons mis 5 ans à débarrasser la ville de Vitrolles de Maigret et de l'extrême droite. Et donc c'est à partir de cette expérience politique que j'ai commencé à réfléchir à cette question, que j'ai commencé à travailler sur cette question avec d'autres et que nous avons progressivement avancé et que aujourd'hui nous commençons, en tout cas nous avons pris la décision d'aller à l'affrontement et d'aller à l'affrontement sur un certain nombre de questions que je vais développer. D'abord, première question, pourquoi faut-il combattre le Front National? Parce que si vous regardez bien, dans un pays comme la France,
le combat contre le Front National n'a pas été d'une évidence absolue. La droite ne l'a pas combattu, elle l'a même tenté à plusieurs reprises, et l'exemple le plus spectaculaire est la façon dont Sarkozy a mené la campagne des présidentielles, où il a quasiment repris la quasi-totalité des thèmes de l'extrême droite. Vous avez sans doute remarqué que le deuxième tour de la présidentielle pour Nicolas Sarkozy s'est déroulé sur une base politique qui était le thème de la frontière. Et il avait mis la question de l'immigration au cœur de son débat à un moment où, on vient de le rappeler à l'instant, les enjeux européens ne sont pas tout à fait de cette nature-là. Voilà, quand on sait à quelle crise de l'euro on est confronté, à la mainmise des marchés financiers et de l'oligarchie financière sur la politique européenne, quand on sait ce qui est en train de se passer en Grèce, ce qui se passe en Espagne, ce qui va se passer bientôt en Italie et bientôt en France, on ne peut pas dire que c'était l'enjeu politique prioritaire. Et pourtant, c'est là-dessus que la droite française s'est focalisée, et c'est là-dessus qu'elle a, on peut le dire d'une certaine façon, utilisé le discours le péniste, le discours populiste, le discours de l'extrême droite, avec comme prétexte qu'elle luttait contre l'extrême droite. En réalité, elle n'a fait que la conforter. Et la social-démocratie, le Parti socialiste en particulier, n'a jamais véritablement combattu l'extrême droite. François Mitterrand a même permis à l'extrême droite dans les années 80 non seulement de s'exprimer, mais il y a vu une forme, utilisant une forme d'instrumentalisation, il y a vu le moyen de pérenniser le pouvoir du Parti socialiste en favorisant le développement de l'extrême droite parce qu'elle posait problème à la droite. Elle permettait, par exemple, dans les élections de limiter le pouvoir de la droite et de permettre au Parti socialiste de prolonger son pouvoir. C'est ce qu'on a appelé l'instrumentalisation. D'ailleurs, François Mitterrand avait poussé le cynisme politique à l'époque en faisant adopter une loi sur la proportionnelle intégrale qui n'a jamais existé en France en 86 pour permettre au Front National de pénétrer à l'Assemblée nationale, et ils avaient eu une quarantaine de députés élus à cette époque-là. Et à partir du moment où ça ne lui a plus servi à rien, François Mitterrand est revenu sur la loi de la proportionnelle, et nous n'avons plus de loi sur la proportionnelle. Voilà. Donc, au fond, on a laissé s'épanouir une extrême droite sur un fond de crise, une crise sociale, bien évidemment, très forte, une crise de la société française. On a parlé de précarité, vous connaissez le taux de chômage dans un pays comme le nôtre, le niveau très élevé de la précarité et de l'exclusion. Bref, sur un fond de crise sociale, sur un fond de crise démocratique réelle. La Ve République est un régime qui s'avère de plus en plus antidémocratique parce qu'il favorise la bipolarisation, il limite au maximum l'expression du Parlement au profit d'un présidentialisme aggravé, etc., etc. Donc on est dans une logique avec une véritable fracture démocratique dans ce pays, et la dérive démocratique européenne, au fond, la France la connaît bien. Elle la connaît quasiment depuis 1958, depuis l'instauration de la Ve République par le général de Gaulle. Alors, donc effectivement, affronter l'extrême droite, c'était affronter toute une série d'obstacles, y compris d'obstacles en termes de bataille d'idées. Par exemple, pendant longtemps, on a prétendu que le Front National lui-même prétendait, mais quelque part on a conforté cette idée-là, échapper au clivage de gauche-droite. Le Front National était au-dessus de ce clivage, il était à part. Voilà.
Comme d'ailleurs la droite à une époque disait que le Parti communiste en France était un parti à part. Voilà. Ou même que Guy Mollet, dans la fin des années 50, disait le Parti communiste n'est pas à gauche, il est à l'est. Voilà. Et on a retrouvé cette espèce d'idéologie qui consistait à extraire un parti politique, pourtant présent dans la société française, à l'extraire du paysage politique lui-même et à le présenter comme, au fond, n'étant affilié ni à la droite ni à la gauche, et confortant par là le discours qu'il tient et qu'il continue de tenir sur le thème de ce qu'il appelle l'UMPS. L'UMP, la droite, l'Union pour un mouvement populaire, qui est le nom du parti sarkozyste, et le PS, Parti socialiste, et le Front National mène son combat en disant que lui, il est contre l'UMPS. Voilà. Et on a conforté pendant très longtemps cette thèse, au fond, en traitant le Front National comme un parti à part. Or, le Front National est ancré dans l'histoire politique de la France, et ce, depuis très longtemps. Voilà. Le Front National est issu... Vous savez, il y avait un grand sociologue politique français qui s'appelait René Raymond, qui est décédé, qui a été professeur à Sciences Po, qui a quasiment formé une génération de politistes et de politologues et d'hommes et de femmes politiques dans ce pays, qui avait écrit un livre sur les droites françaises, l'histoire de la droite en France, où il classait la droite française selon 3 catégories. Les légitimistes, c'est-à-dire ceux qui venaient des profondeurs de l'Ancien Régime avant la Révolution française, et qui vont traverser l'histoire et que l'on va retrouver aujourd'hui, je vais en dire 2 mots, avec l'extrême droite. Les orléanistes, qui étaient les Louis-Philippard, cette espèce de centrisme qui va emprunter beaucoup au XXe siècle à la démocratie chrétienne et qui va se traduire par l'existence de personnages importants comme Le Canuet ou François Bayrou aujourd'hui, voilà, cette espèce de droite centriste, libérale, social-libérale ou libérale-sociale, voilà, comme vous voulez. Et puis un troisième courant que René Raymond qualifiait de droite bonapartiste, qui a profondément marqué l'histoire de la République française et dont les 2 derniers avatars ont été le général de Gaulle et Nicolas Sarkozy soi-même. Voilà. Et cette droite légitimiste, elle a été très longtemps dominante dans ce pays. Elle a, par exemple, vous le savez, empêché la République d'être instaurée pendant un siècle entier. Il a fallu attendre pratiquement la fin du XIXe siècle pour voir l'instauration de la République. Cette droite légitimiste, vous allez la retrouver dans l'affaire Dreyfus, sous forme d'une droite antisémite virulente qui va jouer un très grand rôle au début du XXe siècle. Vous allez la retrouver, avant vous l'avez retrouvée dans le boulangisme, vous allez la retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale dans le pétainisme. Voilà. Et cette droite-là, aujourd'hui, elle déborde le cadre étroit du Front National. Elle ne se réduit pas au Front National. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais le Front National en est quand même le bras armé, la figure de proue. Et le Front National et d'autres, et c'est ça le grand danger vis-à-vis duquel nous sommes aujourd'hui, considèrent que 50 ans après les crimes et la collaboration de Pétain et d'une grande partie de la droite française, eh bien, ils trouvent qu'ils ont assez payé pour leurs crimes et ils réémergent aujourd'hui comme une grande force politique et ils n'ont strictement aucun complexe. Voilà. Et ils partent à l'offensive sur une base politique qui est une base totalement régressive, profondément réactionnaire, néoconservatrice. Bref, on voit réapparaître les relents de cette droite française qui préférait Hitler au Front populaire, de cette droite française qui était antisémite et qui est devenue islamophobe, etc., etc. Bref, on est confronté à une vraie force politique de droite. Voilà. Et on a mis un certain temps
à comprendre que le combat contre le Front National était une des formes du combat contre la droite, tout simplement. Voilà. Deuxièmement, on a longtemps pensé que le Front National était un parti protestataire, voilà, qui était juste l'expression d'un cri de colère de gens qui n'en pouvaient plus. Voilà. Comme dirait Marx, le soupir de la créature opprimée. Voilà. Ce soupir-là, il a été de grande envergure, parce que quand on a vu Le Pen, Jean-Marie Le Père, au deuxième tour de la présidentielle de 2002, franchement, on a pris subitement conscience que la dimension protestataire, elle servait de leurre à une réalité beaucoup plus forte qui était l'adhésion à un projet. C'est un parti qui porte un projet politique. Et on a mis beaucoup de temps à le mesurer et à en définir le contenu. Et ce projet politique, nous le savons, il a, sous des formes différentes, l'ambition de pérenniser le système de domination et d'exploitation que le capitalisme fait vivre aujourd'hui à travers, par exemple, la dictature des marchés financiers dans sa dimension à la fois financiarisée, productiviste, etc., etc. Et que c'était au fond la forme la plus violente, la plus noire, mais peut-être aussi une des issues possibles à un capitalisme dont la crise aujourd'hui le met en grand danger et qui cherche des formes de reproduction et de pérennisation. Voilà. Et que cette forme-là, qui a déjà servi dans le passé, dans l'histoire, eh bien, elle est à nouveau à la disposition, au fond, du système. Voilà. Et enfin, troisième idée, c'est pas un parti qui est isolé dans la France d'aujourd'hui. Le Monde, il y a 6 mois, à peu près, avait publié une étude d'opinion très fouillée, c'était pas du tout un simple sondage, qui montrait, où il avait résumé en gros les thématiques du Front National autour d'une dizaine de thèmes, et il les avait au fond, il avait posé ces questions à l'aveugle. Il n'avait pas dit aux gens « Qu'est-ce que vous pensez de telle opinion du Front National ?» Il avait pris les opinions et il les avait mis au fond à la réaction à travers des entretiens, des interviews, etc., des Français. Et on s'est rendu compte, Le Monde dit, et il y avait une étude très, très, très approfondie, que près de 30% des Français, un Français sur 3, approuvaient les thèses du Front National. En réalité, on ne lui a pas dit que c'était les thèses du Front National, mais on lui a dit « Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigrés en France? Est-ce que vous trouvez que l'assistanat, c'est une bonne méthode pour résoudre les problèmes sociaux? Est-ce que vous trouvez... etc. etc. » Mais y compris des questions aussi simples. Par exemple, le Front National se bat pour la suppression des logements sociaux. Voilà. Mais il y avait un Français sur 3 qui disait qu'il faut en finir avec les logements sociaux. Voilà. Donc on voit bien que l'essaimage idéologique, ce que nous appelons en France la lepénisation des esprits, est quelque chose qui a fait florès et qui fonctionne sur le fond. Sur le fond. C'est pas je pousse un cri de colère et je mets un bulletin FN. De toute façon, c'est une histoire qui n'a jamais marché, ça. Tous les sociologues politiques savent que pas un parti n'est seulement tribunicien ou protestataire, comme même au plus fort de sa présence politique en France, le Parti communiste était qualifié de parti tribunicien, mais il portait un projet. On peut aujourd'hui, avec l'histoire, dire tout ce qu'on veut sur ce projet, mais il portait un projet, il avait une espèce de vision, de visée, de perspective, etc. Voilà. Donc d'une certaine façon, je ne vois pas pourquoi ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas à l'autre. Voilà. Donc la lepénisation des esprits, elle a marqué très fortement la société française,
C'est une question à laquelle on est confronté au quotidien. Au quotidien. Voilà. Vous pouvez être certain que il y a aujourd'hui dans la société française une très grande violence dans les rapports sociaux. Il y a un certain nombre de faits qui se déroulent et qui sont profondément voilà, qui renvoient à des moments de notre histoire un peu terribles, notamment par exemple, je pense à la question de la colonisation, où on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a absolument rien résolu dans notre passé et on n'a pas vraiment assumé notre passé colonial et en particulier les rapports que cela a induit avec le monde arabo-musulman, etc. Enfin, on voit ressurgir des choses un peu terribles. Et cette eupénisation des esprits, elle se retrouve dans des choses les plus anodines, y compris chez des gens qui n'ont même pas conscience de ce qu'ils peuvent dire ou de ce qu'ils peuvent faire. Puisqu'il y a l'Euro de football, je vais vous en prendre un exemple simple. Un jour, la direction technique nationale du football français, composée de grands éducateurs qui n'ont strictement aucun, à qui on ne pouvait rien reprocher, parce qu'ils forment des joueurs de foot qui, pour l'essentiel, sont issus de l'immigration, se réunit officiellement, enfin non, en réalité c'était une réunion qui n'était pas censée devenir publique, pour discuter de la binationalité et du problème que ça posait dans les clubs de football. Et on a eu le verbatim de la réunion, parce qu'un éducateur complètement outré de ce qui était en train de se dire a enregistré, il a publié le verbatim, et on s'est rendu compte que des grands éducateurs qu'on croyait complètement en dehors de tout soupçon, eh bien, avaient des discours qui étaient quasiment racistes. Voilà. Il parlait que les jeunes footballeurs noirs, il y en avait marre parce que ça ne développait que des aspects physiques du football, qu'il fallait revenir à des joueurs intelligents, etc. Vous imaginez bien le type de discours que ça peut entraîner. Donc la leupénisation des esprits, ce n'est pas, pour faire une plaisanterie facile, une vue de l'esprit. Voilà. C'est quelque chose de bien réel et qui fonctionne très bien. Enfin, quatrième idée aussi, c'est que ce parti ne devient pas simplement hégémonique sur le plan idéologique ou sur le plan des idées. Il est en train d'être à l'origine d'un processus de recomposition politique de la droite française. On l'a vu avec le sarkozysme, mais c'est quelque chose qui est... il se passe des choses très graves à l'heure actuelle, parce que la radicalisation de la droite française, y compris de la droite dite républicaine, avec beaucoup de guillemets, est complètement avérée maintenant depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2007. La transformation de l'UMP en un parti d'une droite populaire au sens populiste du terme est maintenant une réalité quasi quotidienne. Voilà. Et depuis hier, par exemple, localement, alors que la direction nationale de l'UMP dit qu'il n'y aura pas d'accord avec le Front National, dans la réalité, il y a des accords locaux partout. Partout. Il y a des élus de l'UMP en difficulté, des députés sortants qui font appel aux électeurs du Front National et qui, en sous-main, sont en train de négocier des choses. Il y a des députés UMP qui se retirent parce qu'ils ne veulent pas rester dans une triangulaire et qui ne veulent pas favoriser le candidat de gauche. Et on a même... je suis vice-président d'une région que vous connaissez bien sans doute, qui s'appelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la région du sud de la France. Et je suis élu de cette région depuis 1998, donc je connais bien cette partie de la France et le paysage politique qui est en train d'évoluer. Le président de la région, qui est député sortant d'Arles, aujourd'hui est confronté à une situation dramatique parce que le numéro 2, celui qui est arrivé en deuxième position hier aux élections,
c'est le candidat du Front National. Et en troisième position, le candidat de l'UMP. Le candidat de l'UMP, depuis 8 jours, dit que s'il arrive troisième, il se retirera au profit du Front National parce qu'il veut barrer la route à la gauche. C'est-à-dire que vous voyez se mettre en place progressivement des choses qui sont tout simplement un processus de recomposition politique qui ne touche pas la France, à mon avis, seulement, parce qu'on le voit, regardez ce qui se passe en Hongrie, regardez ce qui se passe en Belgique, en Hollande, dans certains pays de l'Europe de l'Est, et vous voyez que sont en train de se mettre en place des passerelles un peu partout entre une droite dite libérale et une droite dite populiste. Et cette alliance-là est un des dangers les plus considérables que nous ayons à faire face en Europe aujourd'hui. Il y a dans le Monde d'avant-hier, samedi 9 juin, il y a un papier d'un philosophe français, Michel Féher, qui dit à droite, la distinction entre les politiques, les populistes et les libéraux s'efface, et c'est un défi pour les progressistes. Voilà. Il n'est pas communiste, hein, très loin de là. Et il n'est pas le seul aujourd'hui à constater qu'est en train de se forger aujourd'hui sur le plan idéologique d'abord, sur le plan des idées, mais aussi sur le plan de la tactique politique et sur le plan des alliances, est en train de se forger aujourd'hui effectivement une alliance entre deux courants de la droite qui jusqu'à présent étaient des courants antagoniques et qui aujourd'hui se disent que face à l'énorme, à la considérable crise que traverse le capitalisme financier, les difficultés que l'Europe a aujourd'hui à trouver une issue à sa propre crise sans mettre en cause la domination des marchés financiers, voilà, beaucoup se disent que le seul moyen, c'est tout simplement de trouver une base, d'élargir la base politique et sociale de la domination des marchés financiers. Alors, deuxième aspect de ce que je voudrais vous dire, c'est là que je vais vous parler du gaucho-lepénisme et de la théorie qui a longtemps prévalu d'un sociologue français très connu dans nos frontières parce qu'il est très médiatisé, qu'il est très présent dans les médias, en particulier dans les médias télévisuels. Il s'agit de Pascal Perrineau. Pourquoi la gauche française est tombée pendant plusieurs années dans des écueils et dans des difficultés à appréhender la réalité de l'extrême droite et à l'affronter? Parce que pendant très longtemps, on nous a fait croire, par des manipulations, on peut le dire, sociologiques, que l'électorat du Front National était d'origine communiste, que c'est tout simplement les vases communicants. À partir du début des années 80, l'électorat communiste, comme vous le savez, commence à régresser après le score de Georges Marchais à la présidentielle de 81, 15%, qui était déjà un recul très important puisque le Parti communiste était plutôt dans les eaux de 20% pendant longtemps. Premier effondrement, il a lieu en 81, et la montée en puissance du Front National se fait dans la deuxième moitié des années 80. Voilà. Et elle se fait dans des zones et dans des territoires qui sont d'anciens bastions de la gauche en général et du Parti communiste en particulier. Et cette thèse-là, dont je vais vous démontrer la fausseté, voilà, elle a longtemps culpabilisé la gauche française et en particulier les militants communistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on était persuadé au fond
que ceux qui votaient Marine Le Pen, c'était de chez nous, quoi. Et donc, d'une certaine façon, on était responsable de la montée du Front National. Et Pascal Perrineau avait théorisé la chose en parlant de gaucho-lepénisme. Voilà. Il disait, le lepénisme, en fait, c'est du gaucho-lepénisme. Et on a, en même temps, avancé l'idée que le Front National était un parti du peuple. C'était un parti populaire. Voilà, issu du peuple, puisque c'était l'électorat communiste qui lui fournissait les plus gros bataillons. En réalité, ces deux thèses sont fausses. Ces deux thèses sont fausses. Pour deux raisons. D'abord parce que le vote Le Pen, le vote en faveur de... D'abord, il y a eu... je vais essayer d'être le plus complet possible, puis après on en débattra. La chute de l'électorat communiste, sociologiquement parlant, en termes de sociologie électorale, et la montée du Front National ne se font pas dans les mêmes moments historiques. C'est deux moments séparés, complètement séparés. La chute du Parti communiste commence dans les années 70, et elle s'aggrave et elle s'accélère dans les années 80, en particulier autour de la question polonaise, de l'invasion de l'Union soviétique en Afghanistan, de la chute du mur de Berlin à la fin des années 80. Le processus s'accélère. Alors que la montée du Front National se fait complètement à la fin des années 80 dans des quartiers totalement résidentiels. Il ne touche pas encore l'électorat populaire. C'est au fond le retour d'une vieille droite intégriste, catholique, profondément conservatrice, réactionnaire, etc. Et le Front National ne commence à toucher les quartiers dits populaires, je vais dire tout à l'heure de quoi il s'agit, que dans la deuxième moitié des années 90. Donc en fait, il y a un décalage complet, ce n'est pas les mêmes moments historiques. Voilà. Deuxièmement, les études maintenant très sérieuses d'historiens de cette période nous montrent que l'électorat communiste, l'ancien électorat communiste, ne s'est absolument pas transféré sur le Front National. Il est allé se réfugier pour une part dans l'abstention et pour une autre part dans le vote socialiste. Tout bêtement. Quand François Mitterrand, dans les années 70, il va à l'internationale socialiste à Vienne et il leur dit, on lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend de faire l'alliance avec le Parti communiste? Il leur dit, mais je fais l'alliance avec le Parti communiste en France parce que je veux lui piquer 3 millions de voix. Voilà. Il a été un peu présomptueux, mais enfin, 3 millions de voix, il nous piquait tout si c'était ça, parce qu'on n'était pas non plus... on avait déjà commencé à régresser. Voilà. Mais c'est ça la stratégie, c'est-à-dire qu'en gros, l'électorat communiste, il est allé vers le vote utile, vers le vote du moindre mal, vers le vote de la social-démocratie comme substitut à l'effondrement du communisme comme projet politique à l'échelle européenne. Et puis, il y a une grande partie de cet électorat aussi qui va se réfugier dans l'abstention et qui va complètement s'exclure du champ politique. Voilà, ce qui va être un de nos grands problèmes. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que toutes les études aujourd'hui montrent que on a raconté, on a dit des choses qui étaient complètement fausses. Le vote Front National n'est pas le vote de la désespérance sociale. Ce n'est pas le vote des exclus. Si vous prenez une carte aujourd'hui des grandes cités populaires en France, les grandes cités populaires urbaines, vous constaterez que la gauche, le PS, Parti socialiste, le Front de gauche, est très largement majoritaire dans les cités populaires. L'abstention est très forte, mais ceux qui votent, ils votent très majoritairement pour la gauche. Et les votes du Front National ne sont pas les votes de la désespérance sociale, de l'exclusion sociale, ce sont les votes de ceux qui vivent au milieu de cette désespérance sociale ou en périphérie de cette désespérance sociale et qui ont peur du déclassement. Et en règle générale, ce sont des gens
qui viennent des classes populaires, mais à une ou deux ou trois générations, qui ont connu l'ascenseur social, qui ont traversé ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, c'est-à-dire la période un peu de croissance économique de l'après-guerre des années 50, 60, 70, qui ont accédé par exemple à la propriété privée de leur maison, et en général du pavillon, et qui, face à la crise aujourd'hui, ont une peur panique de perdre ce qu'ils ont acquis. Et quand on regarde la composition sociologique du vote Front National, il est majoritairement issu de ce que les sociologues, faute de mieux, appellent les classes moyennes, c'est-à-dire les classes intermédiaires, les populations qui, au fond, ont acquis une certaine aisance, voilà, et qui ont une peur panique de la perdre parce qu'ils voient venir la crise générale et en fait ils ont peur de la désespérance sociale. Et le Front National est parvenu chez ces gens-là, qui sont d'ailleurs, l'électorat du Front National, il est majoritairement masculin et il est majoritairement dans la tranche d'âge, c'est ni les jeunes ni les vieux, c'est au milieu, c'est ceux qui ont le plus à perdre dans la situation d'aujourd'hui. Et à ces gens-là, le Front National a tenu un discours très clair. Il leur a dit « Arrêtez de regarder en haut, regardez en bas. Celui qui va vous causer des problèmes, ce n'est pas le riche, parce que le riche, il vous redistribue et il vous permet de vivre. C'est le pauvre, c'est l'immigré, c'est l'étranger, c'est celui qui est en bas, c'est l'assisté. Voilà. C'est celui-là qui est le véritable danger contre lequel vous avez à vous prémunir. Voilà. Donc sécuritarisme, autoritarisme, bon, vous imaginez toute l'idéologie qui va derrière cette affaire-là. Et donc, d'une certaine façon, dans la foulée de cette affaire-là, on a commencé un peu à regarder de très près, au fond, cette question, mais plus d'un point de vue uniquement sociologique, mais d'un point de vue politique. Parce que Pascal Perrineau nous disait, oui, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a aussi une part de l'électorat populaire qui vote Front National, ce qui est vrai, Sauf qu'on oublie de dire qu'en France, il y a toujours eu un électorat ouvrier qui a voté à droite, toujours. C'est une grande tradition même de la classe ouvrière française. Vous avez, dans la classe ouvrière française, vous avez eu majoritairement des grands mouvements sociaux et politiques qui les ont entraînés vers le vote à gauche, socialiste, communiste, voilà. Mais vous avez toujours eu une forte minorité qui a toujours voté à droite. À la fin du XIXe siècle, par exemple dans le bassin minier du nord de la France, vous aviez une église très à droite qui était très liée à un patronat très paternaliste et qui avait une très grosse influence sur le monde ouvrier. Et vous aviez, dans beaucoup de régions ouvrières, vous aviez l'ouvrier qui allait à la Maison du Peuple, au cercle laïque, etc., dans les bistrots où on pensait à gauche. Et puis vous aviez l'ouvrier qui allait à la paroisse et qui envoyait ses enfants à la paroisse. Hein. Et quand on nous dit vote ouvrier, bah oui, De Gaulle avait presque 30 à 40% de son électorat qui était ouvrier ou issu des classes populaires. Nicolas Sarkozy, en 2007, un ouvrier sur deux a voté Nicolas Sarkozy en 2007. Donc cette idée un peu fantasmatique qui a consisté à penser pendant très longtemps que la classe ouvrière en France, elle était de manière exhaustive, de manière totale à gauche, c'est un fantasme. Voilà. Et donc, conclusion de cette affaire-là, si vous regardez les résultats de la présidentielle, la dernière, celle qui a vu la victoire de Hollande, de la gauche donc,
Si vous regardez le premier tour et que vous faites le total des voix de Sarkozy, de Marine Le Pen, de Dupont-Aignan, enfin bref, quelques scories de candidats de droite, et même l'essentiel des voix de François Bayrou, parce que l'essentiel des voix de François Bayrou venait de la droite, si vous faites ce total-là, vous aboutissez au rapport de force droite-gauche qui est d'une clarté totale depuis plusieurs années, et même tous les sociologues de Sciences Po vous le confirment, on est dans un rapport 50-50 depuis des années. Voilà. Et vous retrouvez le total, sauf que vous ne le retrouvez pas de la même manière. Voilà. En 2007, vous le retrouvez au profit de Sarkozy. En 2012, vous le retrouvez avec une Marine Le Pen à 18%. Et vous avez des espèces de vases communicants. L'électorat du Front National, majoritairement, est un électorat qui vient de la droite. Voilà. Alors, je vais terminer sur... au fond, vous avez remarqué que le Front de gauche en France a décidé, c'est un choix stratégique que nous avons fait, qui a amené Jean-Luc Mélenchon à aller à Hénin-Beaumont se présenter à la législative. Bon, cela dit, il nous fait progresser de, je ne sais, on double le nombre de voix et on double le pourcentage. Hein. C'est bon, voilà. Après, effectivement, le pari était très risqué et pour une part, il est perdu. Mais quelque part, ce choix stratégique de mener campagne contre le Front National et d'en faire un axe majeur de notre bataille politique, c'est un choix politique que nous avons pris, c'est un choix stratégique. Et nous l'avons fait pour au moins 3 raisons. D'abord parce que nous voulons combattre cette thèse scandaleuse que la droite est en train de reprendre depuis quelques jours très fortement pour justifier l'alliance avec le Front National. Elle dit mais Front de gauche, Front National, c'est la même chose. Voilà. En gros, c'est la thèse de Jean-François Copé actuellement et de la droite. Même Alain Juppé, l'homme paraît-il raisonnable, a sorti cette thèse hier soir à la télévision dans les débats qui ont suivi l'élection. Donc nous voulons faire échec à cette théorie des 2 populismes et montrer que la radicalité de l'opposition entre le programme du Front National et le nôtre. Nous sommes aux antipodes. Et quelque part, nous avons marqué des points et nous avons les 11% et les 4 millions de voix de Mélenchon à la présidentielle a montré que nous avons marqué des points de ce point de vue-là. On a démontré que nous portons un projet de société solidaire, fraternelle, etc., alors que le Front National porte un projet de haine, de division, de racisme, de xénophobie, etc. Et troisième raison, nous voulons précisément, en mettant la question des projets politiques, la question du projet de société au cœur du débat politique, nous voulons reconstruire une nouvelle forme de conscience de classe qui sera cette fois-ci, bien évidemment pas celle de la classe ouvrière d'hier, mais celle des dominés, des exploités d'aujourd'hui, de ceux qui sont effectivement dans la précarité, dans des rapports de domination et d'exploitation, et redéfinir aujourd'hui les conditions nouvelles d'une conscience de classe qui reste à reconstituer et dont il faut donner les contenus.